Ils pensaient que la nouvelle était silencieuse et sans défense, mais l'un d'eux a soulevé sa jupe devant tout le réfectoire, et une minute plus tard, il gisait déjà sur le sol en s'excusant. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. C'est très important pour nous. Le trajet en bus jusqu'à Ridgeview semblait plus long qu'il ne l'était en réalité. Les roues gémissaient sur des routes pavées propres, bordées de rangées de clôtures blanches identiques et de pelouses fraîchement tondues. Dehors, par la fenêtre, le soleil du matin se levait déjà sur la petite ville soignée, touchant chaque maison d'une lumière dorée. Nia fixait le paysage qui défilait sans ciller, le front légèrement appuyé contre la vitre. Elle avait ses écouteurs, mais n'écoutait rien. C'était juste un bouclier, une barrière, l'une des nombreuses qu'elle avait appris à construire. Aujourd'hui était son premier jour dans sa nouvelle école. Encore une fois. Le déménagement s'était fait rapidement, trop rapidement à son avis. Une semaine, ils étaient encore à Chicago, et la suivante, des cartons étaient transportés dans une maison à 2 étages d'un beige pâle, dans un quartier où l'air sentait la pluie et la lessive. Sa mère adoptive, le docteur Carol Martin, s'était vue offrir un poste permanent de professeur dans une petite université d'arts libéraux à Ridgeview, une ville sûre et propre qui se targuait de ses valeurs traditionnelles et de son faible taux de criminalité. Carol avait semblé sincèrement enthousiaste lorsqu'elle avait annoncé la nouvelle à Nia. Un nouveau départ, avait-elle dit. Une chance de respirer. Nia avait hoché la tête, et même esquissé un petit sourire, mais sa poitrine était restée serrée tout le temps. Ce serait sa 4e école en 5 ans. Ils étaient arrivés une semaine avant la rentrée scolaire. Carol s'était plongée dans la préparation de ses programmes de cours, lisant dans le salon jusque tard dans la nuit avec une tasse de thé et des post-it jaunes collés sur son ordinateur portable. Nia, pendant ce temps, avait évité de déballer ses affaires. Elle n'avait pas mis d'affiches ni de photos. Elle gardait ses sacs à moitié fermés. C'était plus facile comme ça. Pas de racines, pas d'attente, rien à perdre. Le lycée de Ridgeview se dressait sur une pente qui surplombait la ville comme une tour de guet. Il était grand, moderne et impeccable, ses murs propres, ses fenêtres étincelantes. Il y avait même une fontaine en marbre près de l'entrée principale avec un aigle sculpté au sommet. Lorsque le bus s'est arrêté, Nia a été la dernière à descendre. Elle a traversé la pelouse, son sac à dos bien ajusté sur ses épaules, en gardant la tête baissée. Sa peau, d'un brun profond comme des grains de café torréfiés, contrastait vivement avec la mer pâle des lèvres blancs qui l'entouraient. Ils l'ont remarqué. Elle l'a senti. Les regards, les légères doubles prises, le murmure qui a parcouru un groupe de filles à son passage. Sa tenue, un simple jean et un sweat à capuche olive à manches longues, était banale, mais semblait tout de même déplacée ici, dans cette école de polo pastel et de leggings Lululemon. En classe principale, l'enseignant a mal prononcé son nom du premier coup. Nia. C'est Nia, dit-elle doucement. L'enseignant lui adressa un sourire de pure forme et lui fit signe de s'asseoir à une place vide au fond. Personne ne lui a parlé. Certains la fixaient. Un garçon, grand et large d'épaules, s'est penché sur le côté de sa chaise pour mieux la voir, puis s'est adossé en souriant narquoisement à son ami. Nia l'a ignoré. Elle a passé la majeure partie de la matinée à naviguer entre les couloirs, évitant le contact visuel et cartographiant mentalement la disposition de l'école. C'était comme toujours. Apprendre le bâtiment. Apprendre les sorties. Rester à l'écart. Ne pas attirer l'attention. Au moment du déjeuner, ses épaules lui faisaient mal à force de tension. Elle a porté son plateau jusqu'à une table d'angle près des fenêtres et s'est assise seule. La cafétéria bourdonnait de conversations, les clics formant leurs territoires habituels. Elle a retiré la croûte de son sandwich machinalement, ses yeux balayant la pièce comme un sonar. Elle ne cherchait pas d'amis. Elle cherchait des menaces. Et il était là, le même garçon qui avait souri narquoisement en classe principale. Il est entré dans la cafétéria comme si elle lui appartenait, flanqué de 2 autres garçons qui marchaient un demi-pas derrière lui. Il portait un blouson légèrement ajusté, ses cheveux blonds soigneusement gominés, ses mouvements confiants et bruyants. Les gens lui faisaient de la place sans réfléchir. Il était un nom ici, une présence. Il tapait dans les mains, souriait largement, riait trop fort. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur elle.
Leurs yeux se sont croisés une seconde. Il a haussé les sourcils comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était toujours là, essayant toujours de faire semblant d'appartenir à cet endroit. Son nom, elle l'apprendrait plus tard, était Justin Hayward, quarterback en dernière année, fils du sénateur Charles Hayward, un nom qui signifiait le pouvoir à Ridgeview. Justin vivait dans une maison de 6 chambres avec une piscine et un garage pour 3 voitures. Il n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie et ne le prenait pas bien quand cela arrivait. Nia a rompu le contact visuel et est retournée à son sandwich. À la fin de la journée, elle avait mémorisé la combinaison de son casier et avait réussi à ne pas pleurer, ce qui, dans son esprit, comptait comme un succès. Elle a attendu que les couloirs soient presque vides avant de se glisser par l'entrée latérale. Le soleil commençait déjà à descendre derrière les arbres alors qu'elle rentrait chez elle. Leur maison se trouvait près de la fin d'un cul-de-sac tranquille. La voiture de Carol était dans l'allée. Nia s'est arrêtée sur le porche, a pris une profonde inspiration et est entrée. Sa mère était dans la cuisine en train de couper des légumes. Elle a levé les yeux avec un sourire fatigué. « Salut, ma chérie, comment s'est passée l'école ?» Nia a haussé les épaules et a ouvert le frigo. « Bien. Tu t'es fait des amis ?» Trop tôt pour le dire. Carol l'a étudié un moment, puis a hoché la tête lentement. « Eh bien, je suis là si tu veux parler. » Nia a hoché la tête et est montée à l'étage. Dans sa chambre, elle s'est assise sur le bord de son lit et a regardé ses mains. Elles étaient calleuses, des doigts forts qui avaient appris la force de préhension avant l'algèbre. Elle se souvenait des exercices sans fin avec son frère Elia, comment il l'avait coaché à travers les bleus et les ampoules, lui avait appris à respirer à travers la douleur, lui avait appris quand frapper et quand se retenir. Elia était mort il y a 2 ans. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Une confrontation avec un policier qui avait dégénéré. Aucune charge n'avait été retenue. Nia n'en avait pas reparlé depuis, même pas à Carol. Cette nuit-là, elle est restée allongée dans son lit, fixant le plafond, écoutant le murmure du vent dans les arbres dehors. Ses muscles la démangeaient d'une énergie inutilisée. Elle ne s'était pas entraînée depuis le déménagement. Elle n'avait pas frappé un pas haut ou ne s'était pas mise en position de garde correcte. Elle était censée laisser tout ça derrière elle. Carol lui avait fait promettre. Pas de bagarre, pas de problème, juste une année scolaire normale. Nia avait hoché la tête, mais au fond d'elle, quelque chose s'était tordu. Elle ne cherchait pas la bagarre, mais elle savait quel genre de garçon régnait dans des écoles comme celle-ci. Elle avait déjà vu leur genre, privilégié, arrogant, cruel de la manière dont seuls les gens confiants peuvent l'être. Elle a fermé les yeux et s'est dit, tiens bon jusqu'à la fin de la semaine, un jour à la fois. Mais le lendemain fut pire. Dans le vestiaire avant le cours de gym, quelqu'un avait ouvert la fermeture éclair de son sac et jeté ses vêtements à la poubelle. Le coach l'a trouvé dans les toilettes, portant son sweat à capuche par-dessus un short de sport, et lui a donné un avertissement pour ne pas être préparé. Personne ne s'est confessé. Personne ne s'est excusé. Et quand elle est entrée dans le gymnase, Justin lui souriait déjà de l'autre côté du terrain. Il a fait tout un spectacle en annonçant son équipe pour le basket. « Je veux Adam et 3, a-t-il dit, et pas elle. » Quelqu'un a ricané. Nia n'a pas réagi. Elle a joué le match avec une précision tranquille, marquant 2 fois et bloquant facilement un tir d'Adam, mais chaque mouvement était accueilli par des commentaires. « Je ne savais pas que Chicago apprenait aux filles à jouer comme des garçons », a marmonné 3. « Je parie qu'elle racketterait les enfants pour leur argent du déjeuner. » À la fin du cours, elle est passée devant Justin. Il s'est penché près d'elle et a dit à voix basse, « Tu ne tiendras pas longtemps ici. » Ce soir-là, Nia est rentrée chez elle, a jeté son sac par terre et est descendue au sous-sol. Carol avait libéré un espace pour le rangement, mais il y avait assez de place pour un tapis. Nia l'a déroulé, a étiré ses bras et s'est mise en position. Elle a commencé par le jeu de jambes, des pas légers et précis sur le sol, puis est passée au shadow boxing. Elle n'imaginait pas le visage de Justin. Ce n'était pas son style. Mais elle se souvenait de ses yeux, de ce mépris paresseux, de cette certitude. Elle a frappé l'air plus fort. Carol l'a trouvé 1 heure plus tard, la sueur coulant dans son dos. « Je pensais que nous étions d'accord. »
Nia s'est essuyé le visage avec sa manche. Je m'entraîne juste. Tu as promis. Je sais ce que j'ai promis. Il y eut un silence entre elles. Puis Carole soupira. N'oublie juste pas qui tu es. Je n'ai pas oublié, murmura Nia. Mais en allant se coucher, ses poings lui faisaient mal au souvenir du mouvement. Les premières fissures avaient commencé à se former, et au plus profond de ses os, elle pouvait le sentir. Cette école n'allait pas la laisser rester invisible. Pas pour longtemps. La semaine suivante se déroula comme une allumette qui se consume lentement. Nia arrivait à l'école chaque matin avant la sonnerie, parcourait les mêmes couloirs, s'asseyait aux mêmes places et faisait de son mieux pour devenir invisible. Mais le lycée de Ridgeview n'était pas un endroit qui permettait aux gens comme elle de disparaître. Plus elle essayait de se fondre dans la masse, plus il semblait que l'école voulait lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place. Il n'y avait pas de bagarres ouvertes, pas de menaces évidentes, rien qui justifierait une mesure disciplinaire. C'était plus subtil que ça. La mort à petit feu par 1000 petites agressions. La première insulte est venue un mardi matin sous forme de rire. Elle est entrée en cours d'histoire pour trouver un dessin grossier scotché sur son bureau, une caricature avec des lèvres et des cheveux exagérés, étiquetée avec le mot « importé ». Quelqu'un avait même pris le temps de dessiner un minuscule bateau. Nia l'a regardé un moment, sentant la chaleur monter derrière ses yeux. Elle l'a décollé sans un mot et s'est assise. Les rires se sont calmés, mais le message est resté. Au déjeuner, les chuchotements avaient commencé. Il la suivait dans les couloirs comme des ombres. Déchet de Chicago, a sifflé quelqu'un à son passage. Un autre jour, quelqu'un a bousculé son plateau dans la file de la cafétéria, faisant rouler sa pomme sur le sol. Un garçon a marché dessus délibérément, souriant narquoisement en s'éloignant. Elle n'a rien dit. Elle a ramassé le fruit écrasé et l'a jeté à la poubelle. Personne n'a aidé. Personne n'est intervenu. Même les enseignants semblaient maintenir une distance étudiée. Ils lui parlaient d'un ton sec et ne posaient pas de questions. Au début, elle pensait qu'elle imaginait peut-être les choses, mais après une semaine d'indifférence polie et de tension visible, elle a compris. Ce n'étaient pas seulement les élèves. Les adultes la surveillaient aussi, comme s'ils attendaient quelque chose. Un après-midi, alors qu'elle se tenait près de son casier pour organiser ses livres, un bruit sourd a résonné dans le couloir. Son manuel de mathématiques était tombé, sauf qu'elle ne l'avait pas laissé tomber. Quand elle s'est retournée, 3 s'éloignaient déjà, souriant narquoisement, son coup d'épaule persistant comme une ecchymose. Son ami Adam se tenait près d'un casier voisin, les bras croisés, regardant toute la scène comme si c'était un spectacle. Elle a ramassé le livre et s'est éloignée. Ses jambes étaient stables. Ses mains ne l'étaient pas. Le pire, c'était le silence. Personne ne l'a prévenue. Personne ne lui a murmuré un avertissement ou ne lui a offert une place au déjeuner. Ridgeview était une école construite sur la monnaie sociale, et elle n'en avait aucune. Pour les autres élèves, elle était une anomalie, une variable inconnue dans une équation qu'ils avaient mémorisée depuis longtemps. Les enfants riches et blancs dirigeaient l'école. Les athlètes en formaient l'épine dorsale, et Justin Hayward en était le cœur. Il ne l'avait pas oublié. Sa présence persistait dans sa journée comme le grondement d'un tonnerre lointain, jamais assez proche pour frapper directement, mais assez proche pour lui rappeler qu'il le pouvait. Il la regardait avec un mépris paresseux pendant le cours de gym, commentait bruyamment quand elle réussissait bien, et lui souriait avec une politesse exagérée qui dégoulinait de venin. À la 2e semaine, ce n'était plus seulement de l'agression passive. Les blagues sont devenues plus personnelles. En cours de chimie, Kyle, un garçon dégingandé aux traits fins et à la voix de crachotement, a laissé tomber son crayon et l'a accidentellement coudoyé dans les côtes en le ramassant. Pendant les travaux de groupe, elle était toujours la dernière choisie, si elle était choisie du tout. Un après-midi, quelqu'un a écrit « Retourne dans la jungle » sur son casier au marqueur effaçable. Elle l'a nettoyé elle-même. Carole a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas aveugle. Nia était devenue plus silencieuse, plus renfermée que d'habitude. Au dîner, elle parlait à peine. Elle jouait avec sa nourriture, ses yeux sombres et lointains. Mais chaque fois que Carole demandait, Nia disait la même chose. « Je vais bien ». Carole ne la croyait pas,
mais elle n'insistait pas non plus. Nia gardait tout à l'intérieur. La nuit, quand la maison était silencieuse, elle se glissait au sous-sol, déroulait son tapis et s'entraînait. Coup de poing, coup de pied, mise au sol. Son corps bougeait par instinct, la mémoire musculaire guidant chaque frappe. Ce n'était pas la colère qui l'alimentait. Pas encore. C'était la retenue, le contrôle. La promesse qu'elle avait faite à Carole résonnait à ses oreilles. Pas de problème, pas de bagarre, juste une année normale. Mais le contrôle avait un coût, et chaque jour à l'école, elle le payait en petites mensualités humiliantes. Vendredi apporta le pire. Elle arriva à l'école pour trouver son casier légèrement entrouvert. Ses livres étaient trempés, ses cahiers à spirale étaient ruinés, les pages maculées d'eau et d'encre. Quelqu'un avait vidé une bouteille entière de jus sur tout, et avait laissé le bouchon à l'intérieur comme une carte de visite. Ses vêtements de sport avaient disparu. Elle est restée là en silence, respirant par le nez, s'efforçant de garder les yeux secs. Elle a emporté ses livres ruinés aux toilettes et s'est assise dans la dernière cabine, les tenant sur ses genoux comme des oiseaux blessés. Ses doigts se sont enroulés autour du bord d'une page et l'ont déchiré net. Une, puis une autre. Cette nuit-là, elle n'est pas allée au sous-sol. Elle n'a pas dîné. Elle est restée allongée dans son lit, fixant le plafond, le cœur lourd et la gorge serrée. Le lendemain matin, elle s'est levée avant l'aube. Elle a attaché ses tresses plus serrées que d'habitude et a enfilé sa tenue de sport. Elle ne s'est pas échauffée. Elle ne s'est pas étirée. Elle a simplement commencé à bouger. Coup de pied, frappe, prise, balayage, de plus en plus vite jusqu'à ce que l'air du sous-sol pulse au son de ses pieds sur le tapis. Quand elle s'est finalement arrêtée, la sueur coulait en ruisseau dans son dos. Sa respiration était saccadée. Elle ne se sentait pas mieux, mais elle se sentait plus lucide. Lundi à l'école, le schéma a continué. Personne n'avait été puni pour le casier vandalisé. Personne n'avait même posé de questions. L'incident n'avait pas été signalé. Nia n'avait pas dit un mot. Elle a juste franchi les portes, les livres remplacés, les vêtements de sport propres, les yeux fixés droit devant. Si les garçons s'attendaient à la voir brisée, ils ont été déçus. Justine l'a remarqué. Il l'a étudiée ce matin-là en classe principale avec des yeux plissés, comme un lion observant un cerf qui refuse de broncher. Cet après-midi-là, pendant le déjeuner, ils ont poussé plus loin. Nia était assise seule à nouveau, mangeant tranquillement. La cafétéria était pleine. L'air bourdonnait de rire, de voix, du cliquetis des plateaux. Sans avertissement, quelqu'un a heurté sa table. Sa bouteille d'eau s'est renversée. Le contenu s'est répandu sur son plateau et a imbibé son sandwich. Oups, dit Troy, ne prenant pas la peine de cacher son sourire narquois. Je ne t'avais pas vu. Justine a ri à quelques pas de là. Tu aurais dû porter une enseigne au néon. Nia les a regardés, les yeux stables. Elle n'a rien dit. Tu ne vas rien dire, a demandé Kyle, s'asseyant en face d'elle, sans y être invité. Allez, la nouvelle. Tu dois apprendre les règles. Quelles règles, demanda-t-elle doucement. Justine se pencha. Des règles simples. Tu gardes la tête baissée. Tu souris quand on te parle. Tu te souviens où tu es. Kyle a ri. Et peut-être dire merci quand on est gentil. Elle s'est levée, l'eau dégoulinant de son plateau. La voix de Justine l'a suivie. Tu sais, le silence n'est pas une force. Ça te rend juste ennuyeuse. Elle s'est éloignée. Ils l'ont regardée partir. Cette nuit-là, elle a dit à Carole qu'elle avait des devoirs supplémentaires et qu'elle devait rester éveillée tard. Carole a souri doucement, lui a ébouriffé les cheveux et est allée se coucher. Au sous-sol, Nia a réglé un minuteur sur 2 heures et s'est entraînée jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Elle ne voulait pas se battre. Vraiment pas, mais elle savait que ça allait arriver. Les garçons comme Justine ne s'arrêtaient jamais quand ils pensaient qu'ils gagnaient. Et le lycée de Ridgeview lui apprenait quelque chose d'important. Le silence pouvait être pris pour de la faiblesse. La gentillesse pouvait être confondue avec la peur. Elle n'avait pas peur. Elle attendait, et la ligne entre la patience et l'action s'amincissait de jour en jour.
La matinée était inhabituellement chaude pour un mois d'octobre, le soleil se levant avec une défiance dorée et silencieuse sur les pelouses soigneusement taillées et les arbres uniformément espacés de Ridgeview. Les oiseaux pépiaient sur les lignes téléphoniques. Les arroseurs automatiques bourdonnaient dans les jardins de devant. Et quelque part au loin, une tondeuse à gazon s'est mise en marche. C'était le genre de matinée qui aurait pu sembler presque sereine sans la tension dans la poitrine de Nia. Elle s'est réveillée tôt, comme elle le faisait depuis des semaines. Mais au lieu de s'étirer ou de descendre pour s'entraîner, elle est restée assise, immobile, sur le bord de son lit. Son sac à dos était appuyé contre le mur, la fermeture éclair à moitié ouverte, ses cahiers soigneusement empilés à l'intérieur. Son téléphone a vibré sur la table de chevet, mais elle l'a ignoré. L'anxiété qui s'était accumulée en elle au cours des 2 dernières semaines s'était enracinée profondément dans ses côtes, pulsant comme un battement de tambour silencieux. Chaque respiration lui rappelait que la tension n'avait pas disparu. Elle avait juste attendu. À l'école, les couloirs semblaient plus bruyants que d'habitude. Les conversations rebondissaient sur les casiers en rafales rapides. Les rires résonnaient avec une acuité qui irritait ses nerfs. Il y avait une charge dans l'air, quelque chose qui bourdonnait juste sous la surface, invisible mais indubitable. Son trajet jusqu'à son casier lui a paru plus long que d'habitude. Ses doigts ont tourné la combinaison lentement, méthodiquement. Clic, clac, ouvert. Ses livres étaient encore secs, ses affaires intactes, mais cela ne faisait que la rendre plus méfiante. À la 3e heure, son corps était raide, chaque pas mesuré. Elle gardait la tête baissée et se déplaçait dans les couloirs comme une ombre. À la cafétéria, elle a hésité. Sa table était toujours vide, comme toujours. Au milieu de la salle, Justine et ses amis avaient déjà pris leur place habituelle, entourés par le bruit et le confort de la popularité. Un groupe de filles gloussait près d'eux. Les rires fusaient comme des flèches à travers l'espace. Nia s'est dirigée vers le coin, s'est assise et a déballé son déjeuner en silence. Elle a pris une bouchée de sa pomme. Puis c'est arrivé. Le grincement d'une chaise, un silence soudain. Des bruits de pas, trop nombreux pour être ignorés, se sont approchés par derrière. L'ombre qui est tombée sur son plateau était indubitable. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. « Salut, Chicago !» La voix de Justine a retenti. Elle a continué à manger comme s'il n'était pas là. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as perdu ta langue ?» Son ton était théâtral, assez fort pour attirer l'attention de la moitié de la salle. Des murmures se sont propagés de table en table comme une traînée de poudre. Elle n'a toujours pas répondu. Justine s'est penchée, posant sa main sur la table à côté de son plateau. « Je pense que nous devons éclaircir quelque chose. » Elle a alors levé les yeux. Son sourire était large, confiant. Derrière lui se tenaient 3, Adam, Kyle et au moins 3 autres membres de l'équipe de football. « Je crois que tu as oublié qui dirige cet endroit, » a dit Justine. « Je m'en fiche, » a répondu Nia, calme et froide. L'atmosphère a changé. Un murmure a parcouru la salle comme une ondulation. Le sourire de Justine a vacillé une fraction de seconde avant de revenir avec 2 fois plus de force. « Oh, on passe au mode attitude maintenant ?» a-t-il demandé. « Tu penses que parce que tu es silencieuse, tu es intouchable ?» Elle n'a pas répondu. « Je veux dire... » a-t-il dit en se tournant vers son public, « Nous sommes patients, accueillants même, et elle pense qu'elle est meilleure que nous. » Rire. Il s'est penché à nouveau, plus près cette fois. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Cette école est une question de respect, et tu n'en as gagné aucun. » Puis, avant que quiconque puisse bouger, avant que quiconque puisse réagir, la main de Justine a bougé. D'un geste vif et exercé, il a attrapé l'ourlet de sa jupe et l'a soulevé. Des halètements ont éclaté de tous les coins de la cafétéria. Pendant 1 seconde, tout s'est arrêté. Sa jupe a flotté et est retombée presque instantanément, mais le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Quelqu'un a ri. Un autre a sorti un téléphone, la caméra déjà en train d'enregistrer. Le moment s'est étiré, incroyablement long, les visages figés, les yeux grands ouverts. Nia s'est levée. Son plateau a heurté le sol avec un bruit sec. Son visage était illisible.
Pas rouge de honte, pas pâle de peur. Il était taillé dans la pierre. Le sourire de Justine a vacillé. Elle a reculé, a laissé tomber son sac à dos derrière elle et a rabattu la capuche de son sweat sur sa tête. En dessous, elle portait un simple t-shirt noir. Ses mains se sont déplacées avec un calme étrange alors qu'elle resserrait sa queue de cheval, lissant ses tresses. La cafétéria est restée silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement d'un distributeur automatique. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Troy, le rire dans sa voix incertain. Nia a fait un pas en avant, puis un autre. Ses épaules se sont roulées en arrière et ses genoux se sont légèrement pliés. Justine a ouvert la bouche, peut-être pour se moquer d'elle, peut-être pour l'avertir, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Son corps a explosé en mouvement. Le premier coup fut un éclair. Une paume ouverte poussée contre sa poitrine qui l'a fait trébucher en arrière sur Troy. Avant que l'un ou l'autre ne puisse retrouver l'équilibre, Nia a pivoté et a balayé sa jambe derrière celle de Justine, le projetant à plat sur le dos avec un bruit sourd. Troy s'est jeté sur elle, mais elle bougeait déjà. Elle a fait un pas de côté, a attrapé son poignet et l'a tordu juste assez pour le faire crier et tomber à genoux. Adam s'est figé à mi-chemin vers elle, les mains à moitié levées, l'incertitude peinte sur son visage. Au moment où Justine a essayé de se relever, Nia se tenait déjà au-dessus de lui. Son pied planait à 1 pouce de sa poitrine. Sans toucher, sans appuyer, juste là, comme un point d'interrogation. Les caméras ont tout filmé. Elle a baissé son pied. « C'est fini », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas élevée. Ça n'avait pas besoin d'en arriver là. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Elle a ramassé son sac à dos, l'a jeté sur son épaule et est sortie de la cafétéria. Derrière elle, le chaos a éclaté. Les chuchotements se sont transformés en cris. Des vidéos ont été mises en ligne en temps réel. Des enseignants sont arrivés en courant, mais Nia n'a pas regardé en arrière. Elle s'est dirigée directement vers le bureau principal où la réceptionniste l'a regardée, clignant des yeux dans un silence stupéfait. Sans attendre d'instructions, Nia s'est assise dans la salle d'attente et a croisé les mains sur ses genoux. Le directeur ne l'a pas fait attendre longtemps. Dans son bureau, le docteur Klein arborait une expression qui oscillait entre l'indignation et l'incrédulité. Le téléphone sur son bureau vibrait constamment. De l'autre côté de la vitre dépolie, des membres du personnel chuchotaient furieusement. « Vous avez agressé un autre élève », a-t-il dit après qu'elle se soit assise. Plusieurs élèves en pleine vue d'eux. « Je me suis défendu », a répondu Nia. « Vous avez levé la main avec violence. Il a soulevé ma jupe devant toute l'école. » Le docteur Klein s'est arrêté. Cela n'a pas été confirmé. Il y a des vidéos. Il a inspiré brusquement. Même ainsi. Voulez-vous les voir ? Il n'a pas répondu. Je peux vous en envoyer 5 tout de suite, a-t-elle poursuivi. Une de face, 2 de côté, une de dos, et une où l'on entend quelqu'un rire et dire qu'elle l'a mérité. Le docteur Klein a détourné le regard. Le téléphone a de nouveau vibré. Attendez ici, a-t-il finalement dit. Elle a attendu. 20 minutes plus tard, Carole est arrivée, essoufflée et pâle. Elle s'est précipitée aux côtés de Nia, sa main tremblante trouvant l'épaule de sa fille. Que s'est-il passé ? Je me suis défendue, a répété Nia. Carole a regardé le docteur Klein. Est-elle suspendue ? Il a secoué la tête lentement. Nous examinons la situation. Vous examinez, a répété Carole. Nous devons enquêter. Il y a plusieurs versions et les Hayward ? Carole s'est redressée. Les Hayward. Le docteur Klein n'a pas répondu. Le visage de Carole s'est assombri. Bien sûr. La réunion s'est terminée par des promesses de discussions ultérieures et d'un examen continu. Nia a été autorisée à rentrer chez elle pour la journée. Sur le chemin de la voiture, Carole n'a rien dit. À l'intérieur, elle a serré le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je suis désolée », a dit Nia doucement. « Tu n'as pas à l'être. Mais j'avais promis. Tu as fait ce que tu avais à faire. » De retour à la maison, Nia est allée directement dans sa chambre.
Elle s'est assise par terre, le dos contre le mur, et a fermé les yeux. Ses muscles vibraient encore d'adrénaline. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas honte. Pour la première fois depuis son arrivée à Ridgeview, elle se sentait entière. En bas, Carol appelait quelqu'un, probablement un avocat, peut-être un journaliste. Le soir même, le hashtag Nia Harris était en tendance sur les réseaux sociaux. La vidéo était devenue virale. Les images de sa mise au sol avaient déjà été partagées des milliers de fois. Les commentaires ont afflué, certains la louant, d'autres la condamnant. Des débats ont éclaté dans les sections de commentaires. Des médias ont pris contact. Des offres sont arrivées de studios d'arts martiaux et d'organisations de défense des droits des femmes. Mais Nia les a toutes ignorées. Elle est restée allongée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, respirant lentement. Elle avait rompu sa promesse, mais pas sa parole. Elle ne s'était pas déchaînée de colère. Elle n'avait pas commencé une bagarre. Elle y avait mis fin. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était que le début. Au moment où le soleil s'est levé sur Ridgeview le lendemain matin, toute la ville avait entendu ce qui s'était passé dans la cafétéria. L'histoire s'était propagée au-delà des murs de l'école comme un feu de brousse, porté par des chuchotements, des captures d'écran et des vidéos pixelisées publiées sur toutes les plateformes imaginables. Le nom de Nia était sur toutes les lèvres. Enseignants, élèves, parents, même des inconnus à l'épicerie. Selon qui parlait, elle était soit une délinquante violente, soit une jeune femme courageuse qui avait enfin tracé une ligne. Nia elle-même s'est réveillée tôt, non pas pour s'entraîner, non pas pour réviser ses cours, mais simplement parce que son corps refusait de dormir. Elle est restée allongée dans son lit, regardant la lumière du matin s'infiltrer sur son plafond. Il n'y avait pas de peur dans sa poitrine, pas d'appréhension. Plus maintenant. Ce qu'elle ressentait était quelque chose de plus calme, de plus délibéré, une préparation qui lui parvenait jusqu'aux os. Elle avait passé des années à construire son contrôle, à apprendre quand frapper et quand s'éloigner. Hier, elle avait choisi, et elle n'avait aucun regret. En bas, Carol était déjà à la table de la cuisine, un téléphone dans une main, un ordinateur portable ouvert devant elle. Son expression était tendue, concentrée. Elle a levé les yeux quand Nia est entrée, scrutant le visage de sa fille à la recherche de signes de stress. « Comment as-tu dormi » a-t-elle demandé. Nia s'est versé un verre de jus d'orange. « Bien. Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. » Nia a hoché la tête, sans surprise. Carol a cliqué pour ouvrir un nouvel onglet. Le district a envoyé un email. Il mène une enquête complète. Apparemment, certains parents menacent de retirer leurs enfants si tu n'es pas suspendu. Je n'ai pas commencé, a dit Nia doucement. La voix de Carol s'est faite plus tranchante. Je sais, et tu n'as pas à avoir honte. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de perdre le contrôle. Carol s'est adossée et a soupiré. Il y a une différence. La journée passa lentement. Nia est restée à l'écart des réseaux sociaux. Son téléphone vibrait sans cesse. Des textos de numéros inconnus, des messages directs d'élèves à qui elle n'avait jamais parlé. Elle a mis toutes les notifications en silencieux, a posé l'écran face contre table et s'est assise à la fenêtre de la cuisine, regardant le vent courber les arbres. Elle pouvait sentir quelque chose changer autour d'elle, comme l'air avant une tempête. C'est arrivé plus tôt que prévu. En fin d'après-midi, on a frappé à la porte. Carol a ouvert et le directeur Klein est entré, accompagné d'une femme à la mine sévère dans un blazer gris, qui s'est présentée comme la conseillère juridique du district. Nia est restée assise pendant que les adultes parlaient dans le salon. Les tons alternaient entre une diplomatie contenue et une tension à peine dissimulée. Elle écoutait sans bouger. La voix de Carol s'est élevée une fois, vive et claire. Elle s'est défendue à la vue de 200 élèves. Vous n'avez pas le droit de réécrire ça. Nous ne réécrivons rien, a répondu la femme. Nous essayons simplement d'évaluer la réponse appropriée. Appropriée pour qui? Il y eut un non-silence. Finalement, ils sont partis avec des promesses de communication future. Carol est retournée à la cuisine, la mâchoire serrée.
Il temporise, gagne du temps pendant que les Hayward tirent les ficelles. Laisse-les faire, a dit Nia. Cette nuit-là, elle est allée au sous-sol. Elle ne s'est pas entraînée. Elle s'est juste tenue sur le tapis, fixant le sac de frappe, les bras ballants à ses côtés. Au bout d'un moment, elle s'est assise en tailleur sur le sol et a fermé les yeux. Elle a pensé à Elia. Il aurait ri de la façon dont elle était restée calme. Il lui aurait rappelé combien de temps il lui avait fallu pour apprendre l'équilibre, comment elle avait l'habitude de lancer des coups de poing désordonnés juste pour prouver qu'elle n'avait pas peur. C'est lui qui lui avait appris que la vraie force n'était pas bruyante. Elle était immobile, patiente, enroulée comme un ressort. Elle se souvenait de sa voix au gymnase, de sa main sur son épaule. Ne te bats pas pour blesser, bats-toi pour protéger. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait. Le lendemain, elle est retournée à l'école. Les élèves se sont écartés alors qu'elle marchait dans le couloir. Les conversations se sont interrompues en pleine phrase. Certains la fixaient ouvertement, d'autres baissaient les yeux. Personne n'a ri, personne ne s'est moqué. Elle était toujours seule, mais c'était un autre genre de solitude maintenant. Ce n'était pas de l'isolement. C'était de l'espace. Le genre d'espace qui se crée quand les gens ne savent pas quoi faire de votre présence. Dans ses classes, les enseignants évitaient son regard. Son casier est resté intact. Au déjeuner, elle s'est assise seule à sa table habituelle. Mais cette fois, elle se sentait observée non pas avec hostilité, mais avec quelque chose qui se rapprochait de la vénération. Au milieu du déjeuner, une fille s'est approchée de sa table. C'était Alina Mendoza, une élève de première de son cours de chimie. Petite, à la voix douce, toujours accompagnée d'un groupe de filles qui gardaient habituellement leur distance. Alina s'est arrêtée devant la table, son plateau tremblant légèrement dans ses mains. « Je peux m'asseoir » Nia a levé les yeux, a hoché la tête une fois. Alina s'est assise. Le silence entre elles fut bref, mais pas inconfortable. « Merci » a finalement dit Alina. « Pourquoi » ? Pour avoir fait ce que le reste d'entre nous n'a jamais pu faire. Nia n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Alina a hésité. Est-ce que tu penses que tu pourrais me montrer comment faire ça ? Nia a cligné des yeux. Faire quoi ? Ce que tu as fait à Justine. La façon dont tu as bougé, c'était comme s'il n'avait même pas eu une chance. Je ne veux me battre avec personne. Je veux juste... Elle s'est interrompue, les joues rougissantes. Je veux juste arrêter d'avoir peur. Nia l'a regardé. L'a vraiment regardé. Les épaules d'Alina étaient tendues, ses mains serrées autour de sa fourchette. Derrière ses yeux, Nia a reconnu la même peur qu'elle avait portée pendant des années. La peur d'être petite, d'être une proie. D'accord, dit-elle doucement. Je peux t'apprendre. Le lendemain, 3 autres filles se sont jointes à elle. À la fin de la semaine, elles étaient 9. Elles se retrouvaient derrière le gymnase après l'école, à l'ombre des gradins. Nia avait apporté des pauses de la maison, du ruban adhésif, un tapis de yoga. Les premières séances étaient simples. Jeu de jambes, équilibre, posture. Elle gardait ses instructions claires et ciblées. Pas d'esbrouf, pas d'ego, juste du contrôle. D'autres filles sont venues, puis quelques garçons. Bientôt, même les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant ont commencé à l'arrêter dans les couloirs. Certains posaient des questions, d'autres hochaient simplement la tête en signe de respect silencieux. Un après-midi, un membre du corps enseignant, Mademoiselle Sloan du département d'histoire, s'est approché d'elle dans la bibliothèque. « J'ai entendu dire que vous travaillez avec certains des élèves », a-t-elle dit prudemment. Nia a hoché la tête. « Vous avez un don. Si vous le voulez bien, je peux vous aider à demander un permis d'activité extrascolaire. De cette façon, vous pourrez utiliser le gymnase officiellement. » Nia a été surprise. « Vous feriez ça ?» Mademoiselle Sloan a souri légèrement. « L'école a besoin de quelqu'un comme vous depuis longtemps. » Le lundi suivant, Nia avait un programme extrascolaire approuvé. Ils l'ont appelé « Empower ». Les cours avaient lieu 2 fois par semaine dans le gymnase. Au début, ce n'était que de la technique, de l'autodéfense, de la conscience de soi,
du contrôle de la respiration, mais progressivement, c'est devenu quelque chose de plus. Les élèves ont commencé à rester après les cours pour parler, pour partager. Des histoires ont fait surface de harcèlement, d'intimidation, de silence. Le lycée de Ridgeview avait retenu son souffle pendant des années, et maintenant, il commençait enfin à expirer. L'administration observait avec méfiance, mais n'intervenait pas. Pas encore. Justin, quant à lui, était manifestement absent. Après l'incident de la cafétéria, il avait été suspendu pendant 5 jours. Son retour a été discret. Pas d'annonce, pas d'excuses. Il parcourait les couloirs la tête basse, n'étant plus le roi de l'école, mais juste un autre élève essayant de naviguer dans les décombres de sa réputation. Il n'a jamais regardé Nia, et elle ne lui en a jamais donné l'occasion. Mais les chuchotements ne se sont pas arrêtés. Certains parents, en particulier ceux alignés sur les Hayward, ont fait pression pour son renvoi. Des lettres anonymes ont été envoyées au conseil scolaire. Des plaintes ont été déposées. Elle est violente, disait-il. Elle est dangereuse. D'autres se sont défendus. Des parents d'élèves de sa classe ont écrit des lettres de soutien. Une femme a proposé de faire don d'équipement au programme Empower. Le propriétaire d'une salle de sport locale s'est porté volontaire pour coparrainer un séminaire sur la sécurité. La ville était divisée, mais les élèves ne l'étaient pas. Nia était devenue plus qu'une combattante. Elle était un symbole. Une semaine plus tard, à la fin d'une de ses séances, Mademoiselle Sloan est entrée dans le gymnase avec une pile de mets imprimés. « Ceux-ci viennent du district, dit-elle doucement. Il va y avoir une réunion. » Quel genre de réunion ? Une audience publique. À propos de vous. À propos du programme. Certains veulent qu'il soit fermé. Nia a senti le poids des mots. Elle a regardé les visages des élèves qui rangeaient les paos et les gants. Certains d'entre eux parlaient à peine en classe. Certains ne s'étaient même jamais défendus dans la file du déjeuner. Mais ici, sur ce tapis, ils se tenaient plus droit. Qu'ils viennent, a dit Nia. L'audience était prévue pour le vendredi soir, et l'école n'avait jamais été aussi vivante. La semaine de l'audience arriva avec un froid mordant dans l'air, le ciel pesant sur Ridgeview comme une couverture lestée. L'automne s'était enfin manifesté. Les arbres qui, quelques jours auparavant, étaient encore verts et touffus, explosaient maintenant de feuilles orange feu et rouge sang qui tapissaient les trottoirs. Mais tandis que la saison changeait à l'extérieur, à l'intérieur des murs du lycée de Ridgeview, quelque chose de plus profond avait commencé à se transformer. Les chuchotements qui traquaient autrefois Nia dans les couloirs s'étaient tus. Personne ne ricanait à son passage. Personne ne faisait tomber ses livres de ses mains. Même les enseignants avaient changé. Ils n'évitaient plus son regard, mais la saluaient plutôt avec des hochements de tête respectueux ou des salutations discrètes. Là où il y avait eu autrefois de la suspicion, il y avait maintenant une admiration réticente, et dans certains cas, de la gratitude. Le programme Empower avait explosé en popularité. Ce qui avait commencé comme un rassemblement discret de quelques filles sous les gradins était maintenant une initiative extrascolaire à part entière, officiellement sanctionnée, supervisée par une liste tournante d'enseignants, et de plus en plus fréquentée. Le gymnase, autrefois à moitié vide en fin d'après-midi, résonnait maintenant de mouvements, d'instructions et de rires. Des tapis étaient déroulés sur les parquets, des paos de frappe bordaient le mur, et un tableau blanc dans le coin affichait les horaires hebdomadaires et des conseils d'autodéfense en grosses lettres. Nia se tenait au centre de tout cela. Ses instructions n'étaient jamais dures, jamais théâtrales. Elle bougeait comme de l'eau, gracieuse, posée, inébranlable. Elle corrigeait les postures doucement, démontrait les techniques avec précision, et expliquait tout avec une clarté qui venait non seulement de la pratique, mais de l'expérience. Elle n'était pas là pour former des guerriers. Elle était là pour que les gens se sentent en sécurité. Après chaque session, les élèves s'attardaient. Ils parlaient. Ils partageaient. Certains se confiaient sur des choses qu'ils n'avaient dites à personne. Harcèlement passé, agression, peur qu'ils portaient en silence. Nia écoutait. Elle n'essayait pas de tout réparer. Elle leur donnait simplement de l'espace. Parfois, l'espace était la première étape. Même certains garçons ont commencé à y assister. Au début,
C'était une curiosité prudente, motivée par les rumeurs et l'admiration. Puis est venu un intérêt sincère. Quelques athlètes, ceux qui l'avaient autrefois observé avec scepticisme, restaient maintenant après l'entraînement pour poser des questions sur le jeu de jambes, l'équilibre, la stratégie. Nia les accueillait comme elle accueillait tout le monde. Sans jugement, mais avec des attentes fermes. Le respect n'était pas un cadeau. Il se méritait. Elle l'avait appris à la dure. Mais tout le monde ne voulait pas qu'elle réussisse. Des rumeurs continuaient de faire surface. Basses, persistantes, toujours juste sous la surface. Les parents, en particulier ceux des familles les plus influentes de Ridgeview, ont commencé à s'agiter. Ils chuchotaient lors des réunions du conseil scolaire, passaient des appels au surintendant, échangeaient des emails secs sur les forums de l'association des parents d'élèves. Les Hayward menaient la charge, discrètement mais efficacement. Selon eux, Nia était une perturbation, un risque, une faiseuse de troubles de la ville qui avait introduit la violence dans leur école sûre. L'audience publique était leur arme. La semaine qui la précédait fut tendue, l'air épais d'anticipation. Des tracts furent affichés en ville, certains en soutien, d'autres non. Les nouvelles locales l'annoncèrent comme une discussion sur la conduite des élèves et la sécurité sur le campus, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait vraiment. Nia, de son côté, continuait de s'entraîner. Elle refusait d'être distraite. Elle arrivait tôt à l'école, terminait ses devoirs et dirigeait les sessions d'Empower avec une concentration inébranlable. Sa présence était calme, mais sous celle-ci, une tempête se préparait. Pas de la colère, mais une disponibilité. S'ils voulaient un combat, ils en auraient un. Juste pas du genre qu'ils attendaient. Mercredi, un nouveau visage est apparu dans le gymnase. Il était grand, dans la trentaine, avec le physique d'un athlète de toujours. Ses yeux étaient stables mais gentils, et lorsqu'il s'est présenté comme le coach Brené, le professeur de gym qui avait pris un intérêt soudain pour Empower, les élèves ont répondu par un silence poli. Nia, cependant, était prudente. Après le cours, il s'est approché d'elle alors qu'elle empilait les tapis. « Vous avez construit quelque chose de solide ici », a-t-il dit. « Merci », a-t-elle simplement répondu. Il l'a observée un moment de plus. « Soyez juste prudente. Le pouvoir rend les gens mal à l'aise. »« Je sais. » Il a hoché la tête, puis a souri légèrement. « Bien. Ça veut dire que vous êtes prête. » Ce soir-là, Carole a fait asseoir Nia dans la cuisine. « Il y aura la presse à l'audience, dit-elle doucement. Peut-être même des caméras. » Nia a levé les yeux de ses notes. Ils veulent rendre ça public. Ils veulent contrôler le récit. Alors nous raconterons le nôtre. Carole a souri. Je suis fière de toi, tu sais. Nia a hoché la tête. Je sais. La nuit de l'audience est arrivée, froide et sans nuages. La mairie de Ridgeview, un bâtiment en briques rouges avec un clocher, s'est rapidement rempli. Des rangées de chaises s'étendaient d'un mur à l'autre. Chaque siège était occupé. Parents, enseignants, élèves, journalistes, tout le monde était venu. Certains portaient des costumes et des perles. D'autres portaient des blousons d'école. Quelques-uns portaient des t-shirts avec le mot « Empower » peint à la main sur le devant. Nia est arrivée avec Carole à ses côtés. Elle portait une chemise boutonnée noire, un jean foncé et la même confiance tranquille qu'elle arborait depuis le premier jour. Alors qu'elle entrait dans la salle, les conversations se sont tues. Les gens se sont tournés pour la regarder. Certains ont hoché la tête, d'autres l'ont fixée. Justine et ses parents étaient assis près de l'avant, le sénateur Hayward raidi sur son siège, sa femme chuchotant derrière une main manucurée. Le conseil scolaire a pris place sur la scène. Le surintendant a prononcé un bref discours de bienvenue, puis a ouvert la parole aux commentaires de la communauté. Un homme en blazer s'est avancé le premier. « Je parle en tant que parent de 2 élèves à Ridgeview », a-t-il commencé. « Et je veux être clair. Je ne cautionne pas la violence. Mais ce qui s'est passé dans cette cafétéria n'était pas de la violence. C'était une réponse. Une fille a été harcelée. Elle a tenu bon. Ce n'est pas une menace. C'est de la force.
Des applaudissements ont éclaté d'un coin de la pièce. Ensuite est venue une femme en perles. « Je vis ici depuis 20 ans, a-t-elle dit. Nous n'avons pas besoin de justiciers dans nos écoles. » Murmure, quelques applaudissements, quelques railleries. Puis vint le tournant. Alina Mendoza s'est avancée, les mains tremblant légèrement. Elle portait son sweat à capuche de Ridgeview et un air déterminé. « Je m'appelle Alina, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'avais peur tous les jours. Peur de rentrer à la maison. Peur de parler. Mais depuis que Nia a commencé à nous enseigner, je n'ai plus peur. » Sa voix s'est affermie. Elle n'a pas apporté la peur dans cette école. Elle a apporté le courage. Toute une section d'élèves s'est levée pour applaudir. Des enseignants aussi. Les parents de Justine se chuchotaient furieusement des choses. Finalement, le conseil a appelé Nia à parler. Elle s'est approchée du micro. Elle n'a pas lu de script. Elle n'a pas apporté de notes. Elle a regardé la salle, les visages qu'il avait autrefois ignorés, moqués, rejetés, les visages qui la regardaient maintenant avec attention, avec respect, avec espoir. « Je ne suis pas venue à Ridgeview pour être une combattante, a-t-elle dit. Je suis venue parce que ma mère a eu un travail et que je voulais une année normale. J'ai essayé de rester silencieuse. J'ai essayé de rester invisible, mais le silence n'empêche pas les gens de vous faire du mal. » Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. « Je me suis défendue parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Et quand je l'ai fait, les gens l'ont remarqué. Pas seulement ceux qui avaient peur de moi, mais ceux qui avaient besoin que quelqu'un se lève. » Elle a regardé Justine, puis l'a dépassée du regard. « J'enseigne l'autodéfense, non pas pour que les gens puissent se battre, mais pour qu'ils n'aient plus à avoir peur. C'est tout. » Elle a reculé. Il y eut un temps de silence, puis des applaudissements, longs, forts, montant jusqu'au chevron. Le conseil n'a pas voté cette nuit-là. Ils ont promis d'examiner les témoignages et d'évaluer toutes les perspectives, mais tout le monde dans la salle savait quel serait le résultat. Quand Nia et Carole sont sortis, une foule s'était rassemblée sur les marches. Des élèves, des parents, même des inconnus. Certains se sont approchés pour lui serrer la main, d'autres ont simplement souri. Alina l'a serré dans ses bras. « Merci », a-t-elle de nouveau murmuré. Nia a souri. « De rien. » Le lendemain matin, l'école a publié un message en ligne. Empower se poursuivra en tant que programme extrascolaire permanent. Nia n'a pas célébré. Elle est juste retournée à l'entraînement. Mais à l'intérieur, elle a senti quelque chose changer à nouveau. Pas la peur, pas le soulagement, mais un but. L'annonce que le programme Empower se poursuivrait de manière permanente a traversé l'école comme une vague. Le matin suivant l'audience, le lycée de Ridgeview semblait différent. L'atmosphère bourdonnait d'un étrange mélange de soulagement, d'admiration et de malaise. Certains élèves marchaient plus droit dans les couloirs, leurs pas un peu plus assurés, comme si le simple fait de savoir que quelqu'un comme Nia existait parmi eux rendait le monde un peu plus sûr. D'autres l'évitaient entièrement, et quelques-uns, ceux dont les noms de famille avaient du pouvoir à Ridgeview, l'observaient avec un calcul silencieux, comme des prédateurs contraints à l'immobilité. Nia est arrivée tôt ce matin-là, son sac à dos sur une épaule, les mains dans les poches d'une veste sombre. Le froid était de retour, lui mordant le visage alors qu'elle traversait le parking. Elle ne s'attendait pas à des fanfares. Elle ne les cherchait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était un retour à la routine. Cours, études, entraînement. Mais elle savait au fond d'elle que les choses étaient loin d'être terminées. Il y avait encore des regards dans les couloirs, des conversations chuchotées qui s'interrompaient à son passage, mais il y avait aussi des hochements de tête de la part d'enseignants qui ne l'avaient jamais reconnue auparavant, et des salutations discrètes d'élèves qui, autrefois, la traversaient du regard. Plus d'une fois, quelqu'un a glissé un mot dans son casier. Des messages de remerciements manuscrits, des demandes pour rejoindre Empower, des histoires d'élèves qui n'avaient jamais parlé à voix haute de ce qu'ils avaient enduré. Et puis, bien sûr, il y avait Justine. Il est retourné à l'école le lundi après l'audience. Il se déplaçait comme une ombre, toujours dans un coin des pièces, jamais au centre. Le siège qu'il commandait autrefois dans la cafétéria restait visiblement vide, même lorsqu'il s'y asseyait.
Son ancienne bande s'était dispersée. Leur loyauté s'était évaporée sous le poids de l'exposition. Il ne regardait pas Nia, pas une seule fois, mais elle pouvait le sentir l'observer, non pas avec arrogance ou mépris, mais avec quelque chose qui se rapprochait du regret. Pourtant, le monde ne lui avait pas pardonné. Les Hayward avaient essayé de manipuler le récit dans les médias locaux. Les garçons seront toujours des garçons, enrobés dans une rhétorique juridique polie. Une « réaction excessive », l'ont-ils appelé, un « moment d'apprentissage ». Mais la vidéo disait le contraire. Les voix des élèves disaient le contraire. Et peut-être plus important encore, le silence de Nia sur l'affaire, son refus d'humilier publiquement ou de faire campagne contre Justine, n'a fait que la renforcer aux yeux du public. Puis est venue la poursuite en justice. Elle est arrivée dans une enveloppe officielle, livrée au bureau de Carole à l'université, complète avec le sceau officiel de l'équipe juridique des Hayward. Carole l'a ouverte en silence, ses doigts serrés contre le papier. Elle a lu les lignes 2 fois, puis l'a tendue à Nia sans un mot. C'était une plainte au civil déposée au nom de Justine Hayward par ses parents, alléguant une détresse émotionnelle et un préjudice physique. La poursuite affirmait que les actions de Nia avaient causé des dommages psychologiques irréversibles et que son comportement agressif constituait une menace pour la sécurité des autres. Ils exigeaient une réparation. Ils exigeaient des excuses publiques. Ils exigeaient sa suspension de toutes les activités extrascolaires et une note formelle d'action disciplinaire dans son dossier permanent. C'était vindicatif, absurde, et outillèrement attendu. Pendant un long moment, Nia n'a rien dit. Elle a simplement fixé le papier, sentant la tension monter comme une marée lente. Puis elle l'a posé sur le comptoir de la cuisine et a regardé sa mère. « Battons-nous. » Carole a hoché la tête une fois. « Nous le ferons. » La ville s'est de nouveau divisée. Si l'audience avait forcé les gens à choisir leur camp, le procès a tracé des lignes plus profondes et plus nettes. Des lettres à la rédaction ont rempli le journal local. Des publications anonymes sur les forums communautaires se disputaient pour savoir qui était la vraie victime. Des pancartes de protestation sont apparues devant l'école, certaines en soutien à Nia, d'autres dénonçant la violence. Les médias nationaux ont repris l'histoire en quelques jours. Nia Harris, l'adolescente combattante, poursuivie pour s'être défendue. Des interviews ont été demandées. Carole les a toutes refusées. « Nous parlerons au tribunal », a-t-elle dit à sa fille. Nulle part ailleurs. La date du procès a été fixée 2 mois plus tard. Entre-temps, Nia vivait dans un étrange entre-deux. Elle s'entraînait toujours. Elle dirigeait toujours en Poway, mais le sentiment de paix qu'elle avait commencé à ressentir avait disparu, remplacé par une alerte constante et bourdonnante. Pas de la peur, pas exactement, mais de la vigilance. Le genre de préparation qui vient quand on sait que les gens observent, attendant un faux pas. À l'école, le soutien s'est fait plus bruyant. Plus d'élèves ont rejoint en Poway. Certains des plus jeunes ont commencé à marcher en classe par 2, la tête haute. D'autres ont commencé à faire du bénévolat au déjeuner, aidant les élèves handicapés à trouver des places, gardant un œil sur les intimidateurs. Un changement de culture avait commencé, l'en est réel. Et pourtant, sous tout cela, la tension persistait. Les Hayward ont jeté de l'huile sur le feu en déposant une motion qui présentait le programme d'entraînement de Nia comme une instruction paramilitaire. Ils l'ont accusé d'instiguer une culture de la peur et ont cité d'anciens incidents de ses écoles précédentes, beaucoup sortis de leur contexte, quelques-uns entièrement fabriqués. Ils ont fouillé son histoire pour trouver tout ce qu'ils pouvaient utiliser comme arme. Carole et leur avocate, Madame Zhao, se sont battues avec précision. Elles ont recueilli des déclarations d'enseignants, d'élèves, et même d'entraîneurs du passé de Nia. Des preuves vidéo des sessions d'Empoway montraient ces instructions claires. Désescalade d'abord, contrôle, sécurité, respect. Le jour du procès est arrivé sous un ciel gris, l'air humide menaçant de neiger. La salle d'audience était comble. Des élèves étaient assis dans les rangées du fond, des enseignants près du milieu. Des journalistes bordaient les murs. D'un côté se trouvaient les Hayward, Justine entre ses parents, les yeux baissés. De l'autre, Nia et Carole, assises à côté de Madame Zhao. La salle bourdonnait d'anticipation.
Les plaidoiries d'ouverture ont été prononcées avec une précision théâtrale. L'avocat des Hayward, un homme grand à la voix aiguë nommé Crowley, a brossé un tableau saisissant d'une jeune femme violente avec un historique d'agression qui avait humilié et traumatisé un autre élève dans un spectacle public de domination. Madame Zhao, calme et imperturbable, a simplement dit « Nous allons vous montrer la vérité ». Des témoins ont pris la barre. Les coéquipiers de Justine furent les premiers. Leurs histoires étaient vagues, remplies d'hésitation. Ils ont parlé de malaise, de peur, mais leurs mots sonnaient creux lors du contre-interrogatoire. Lorsqu'on leur a demandé si Nia les avait déjà menacés avant l'incident de la cafétéria, ils ont dit non. Lorsqu'on leur a demandé si Justine lui avait déjà fait des remarques inappropriées, ils ont esquivé. Finalement, le juge est intervenu. Répondez directement à la question, a-t-il ordonné. La mère de Justine a témoigné ensuite, sa voix un mélange d'indignation et de chagrin étudié. Elle a parlé de nuit blanche, d'un fils qui ne faisait plus confiance aux autres. Il était si brillant, a-t-elle dit. Maintenant, il parle à peine. La salle d'audience a changé quand Alina a pris la barre. Elle se tenait les mains jointes, mais sa voix ne tremblait pas, j'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là. Justine a soulevé sa jupe. Tout le monde l'a vue. Il l'a fait pour l'humilier. Et elle a réagi, non pas avec violence, mais avec contrôle. Elle ne l'a pas blessé. Elle l'a arrêté. Crowley a essayé de tordre ses mots. Êtes-vous en train de dire qu'il est acceptable d'attaquer quelqu'un en public? Je dis qu'il est inacceptable d'agresser quelqu'un et de s'attendre à aucune conséquence. Ces mots ont résonné dans la pièce comme une cloche. Puis ce fut le tour de Nia. Elle a pris la barre avec une dignité tranquille, sa posture droite, ses mains reposant légèrement sur ses genoux. Madame Zhao l'a guidée doucement à travers son histoire, son entraînement, sa promesse à sa mère, le harcèlement qu'elle a subi, le moment de la cafétéria. Nia a parlé simplement. Pas d'embellissement, pas de dramatisation. Je ne voulais pas me battre, a-t-elle dit, mais je ne voulais pas non plus être une victime, et je n'allais pas laisser quelqu'un d'autre penser que c'était leur seul choix non plus. Crowley a essayé de la déstabiliser. Vous auriez pu vous en aller, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'en avais assez de prétendre que rester silencieuse était la même chose qu'être en sécurité. Êtes-vous fière de ce que vous avez fait? Je suis fière de m'être défendue. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Quand ils sont revenus, la salle d'audience a retenu son souffle. Sur tous les chefs d'accusation, a déclaré le président du jury, nous nous prononçons en faveur de l'accusé. La main de Carole s'est refermée sur celle de Nia. Justine n'a pas bougé. Sa mère a eu un hoquet, la mâchoire de son père s'est crispée. La salle a éclaté en applaudissements étouffés. Le juge a frappé son marteau pour obtenir le silence, mais son expression était calme. Dehors, l'air était plus froid. Les journalistes criaient des questions, mais Carole a levé la main. Pas de déclaration. Ils ont marché jusqu'à la voiture en silence. À la maison, Nia s'est assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre. C'est fini, a dit Carole, en posant une tasse de thé à côté d'elle. Non, a répondu Nia doucement. Ça ne fait que commencer. Elle avait raison. Ce week-end-là, Empoé a fait l'objet d'un reportage national. Des lettres ont afflué de tout le pays. Des élèves, des parents, des enseignants. Certaines étaient de simples remerciements. D'autres partageaient des histoires de douleur, de courage, de changement. Une lettre venait d'une fille du New Jersey. Je n'ai jamais pensé que je serais assez courageuse pour parler, mais maintenant je pense que je peux peut-être l'être. Nia a lu la lettre 2 fois, l'a pliée soigneusement et l'a placée dans un tiroir. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle a de nouveau pensé à Elia. Elle a imaginé ce qu'il dirait. Probablement quelque chose de mi-plaisant, mi-sage, mais surtout, elle a imaginé la façon dont il la regardait quand elle faisait quelque chose de bien. Pas seulement au gymnase, mais dans la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti la paix. Les jours qui ont suivi le verdict se sont déroulés dans un silence doux et étrange. Pas le calme tendu qui précédait la confrontation, ni le silence mal à l'aise de la peur,
mais une quiétude calme et durable, comme les moments après une forte pluie, lorsque le monde semble à la fois renouvelé et fragile. La ville de Ridgeview avait été secouée, ses rythmes interrompus, ses suppositions remises en question. Le procès, bien que bref, avait levé le voile que tant de gens s'étaient contentés d'ignorer, révélant la pourriture sous la surface. Et maintenant, tout le monde regardait pour voir ce qui allait suivre. Pour Nia, la vie n'a pas repris son cours, elle s'est transformée. Elle est retournée à l'école le lundi suivant pour trouver son casier couvert de mots. Des bouts de papier scotchés au métal, des post-it colorés pressés entre les fentes, même quelques lettres pliées glissées à travers les lattes. Certains étaient signés, d'autres anonymes. Quelques-uns étaient poétiques, pleins d'admiration et de métaphores. La plupart étaient simples. Merci. Tu m'as aidé. Je n'ai plus peur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les lisait l'un après l'autre, seule dans le couloir pendant que la cloche du matin sonnait. Empowé, autrefois considéré par l'administration comme une nécessité gênante, était maintenant devenu un pilier de l'école. Mademoiselle Sloan lui a dit que plusieurs écoles voisines avaient demandé des informations sur le lancement de leur propre version du programme. Un district l'a invité à prendre la parole. Un autre a proposé de financer de nouveaux tapis, gants et matériel pédagogique. Un petit groupe de filles d'une école voisine a écrit directement à Nia, demandant si elle pouvait assister à quelques sessions jusqu'à ce qu'elle lance la leur. Elle a dit « oui, bien sûr ». Dans le gymnase, l'énergie a changé. Les élèves s'entraînaient toujours, apprenaient toujours à bloquer, frapper, respirer, mais maintenant ils enseignaient aussi. Nia l'a remarqué dans la façon dont Alina restait après les cours pour aider une élève de 5e avec son équilibre, ou comment l'un des joueurs de football corrigeait doucement la posture d'un élève de seconde sans se moquer de lui. Empowé n'était plus seulement à elle. C'était devenu quelque chose de communautaire, de vivant. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le matériel après une longue session, le coach Brené s'est approché d'elle avec une enveloppe à la main. Son expression était illisible mais gentille. « Ceci est arrivé pour vous au bureau principal », a-t-il dit en la lui tendant. « J'ai pensé que vous voudriez le lire en privé. » Elle a attendu d'être à la maison. Elle s'est assise à la table de la cuisine, ses doigts traçant les bords de l'enveloppe avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite au trait net et délibéré. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un centre de réhabilitation pour mineurs dans un autre état. C'était de Justine. « Chère Nia, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu lises ceci, mais j'avais besoin de l'écrire. Tu sais probablement qu'après le procès, mes parents m'ont retiré de Ridgeview. Ils ont dit que c'était pour ma sécurité, mais je pense que c'était surtout pour leur fierté. Je suis dans un programme maintenant. Je parle à quelqu'un 2 fois par semaine. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait. Pas seulement le moment dans la cafétéria, mais tout ce qui a précédé. Quand je pense à la façon dont je t'ai traité, j'ai honte. Pas seulement parce que je me suis fait prendre ou parce que j'ai été humiliée, mais parce que je ne t'ai jamais considéré comme une personne. Je te voyais comme quelqu'un de différent, quelqu'un d'inférieur à moi, quelqu'un à moquer. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était de la lâcheté. Je ne sais pas si je mériterai un jour le pardon, mais je veux être meilleure. Pas pour paraître meilleure. Pour être meilleure. Merci de ne pas m'avoir détruit quand tu en avais l'occasion. Je pense que c'est ce qui a tout changé. Justine. Elle a lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Son cœur ne s'est pas emballé. Son souffle ne s'est pas coupé. Elle est juste restée assise là pendant un long moment, fixant les mots. Elle ne savait pas si elle répondrait. Elle ne savait pas si elle le voulait, mais elle a plié la lettre soigneusement et l'a placée dans une boîte avec les autres. Les mots, les dessins, les messages anonymes. Cette nuit-là, elle s'est entraînée seule au sous-sol, non par nécessité, mais par rituel. Le sac se balançait sous ses poings, doux et rythmé. Elle ne combattait plus un ennemi. Elle se souvenait juste de qui elle était. L'hiver approchait et avec lui une métamorphose lente mais régulière. Le lycée de Ridgeview a annoncé qu'Empowé serait désormais une activité extrascolaire accréditée ouverte aux élèves de toutes les écoles du district.
On a demandé à Carole de prendre la parole lors d'un sommet du corps professoral sur le plaidoyer parental et la réforme de la politique scolaire. Une organisation locale à but non lucratif l'a contactée avec une offre de parrainer une bourse annuelle au nom de Nia, destinée à un élève ayant fait preuve de résilience, de leadership et d'intégrité face à l'adversité. Le conseil scolaire a approuvé à contre-cœur une peinture murale sur le mur extérieur du gymnase. Nia était hésitante au début. Elle ne voulait pas son visage sur un bâtiment. Elle ne voulait pas être transformée en mythe. Mais lorsque l'artiste, une ancienne élève de Ridgeview, a partagé son idée, Nia a accepté. La fresque représentait une fille debout entre deux portes ouvertes, l'une étiquetée « Silence », l'autre « Force ». Derrière elle, des ombres s'enroulaient, indéfinies et menaçantes. Mais devant elle, la lumière s'étendait largement. Ses bras étaient levés non pas en poing, mais ouverts, paumes vers l'extérieur, prêtes, consentantes, humaines. Aucun nom n'était imprimé, juste un mot en lettres grasses et amples, Empower. Au printemps, Nia avait commencé à encadrer un nouveau groupe d'élèves plus jeunes. Le programme avait tellement grandi qu'il nécessitait une deuxième session et un nouvel assistant. Alina a pris le rôle sans hésitation, s'épanouissant en une leader silencieuse mais féroce. D'autres élèves ont suivi, créant leur propre version du programme dans leur quartier, leurs églises, et même leur maison. Et Nia a commencé à écrire. Au début, ce n'était qu'un carnet, quelque chose pour recueillir ses pensées. Mais au fil des semaines, les mots coulaient plus vite, plus profondément. Elle écrivait sur la peur, sur la force, sur le silence entre les moments. Elle écrivait sur son frère, sur Ridgeview, sur les choses que les gens ne voyaient pas. Ce n'était pas destiné à être publié. C'était juste à elle. Sa façon de transformer tout cela en quelque chose qu'elle pouvait tenir. Un après-midi, en attendant que Carole finisse de travailler, Nia était assise dans la bibliothèque de l'université à feuilleter des livres. Elle est tombée sur un recueil d'essais de militants des droits civiques, certains bien connus, d'autres oubliés par le temps. Dans la marge d'un essai, un étudiant avait souligné une ligne et écrit à côté au crayon, « Voilà à quoi ressemble le courage ». Elle a souri, non pas parce qu'elle pensait que cela s'appliquait à elle, mais parce qu'elle en comprenait enfin le poids. Le courage, ce n'était pas de gagner. Ce n'était pas de faire ses preuves ou de se tenir sur une scène ou de renverser quelqu'un par terre. C'était de choisir d'être vu quand le monde préférait détourner le regard. D'ouvrir ses mains au lieu de serrer les poings. De dire « j'ai de l'importance », même quand personne ne le répète en écho. Le dernier jour d'école, alors que les élèves affluaient dans les couloirs, transportant des cartons, étreignant des amis et signant des albums de fin d'année, Nia se tenait près de l'entrée principale, observant tout se dérouler. Elle n'avait rien prévu de spécial. Pas de discours, pas d'adieu. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle a été arrêtée par une petite fille, pas plus de 12 ans, à la peau foncée, aux cheveux tressés serrés et au sourire nerveux. « Êtes-vous Nia Harris ?» a demandé la fille. « Oui. » La fille a rayonné. « Je commence l'année prochaine. Je veux rejoindre Empower. » Nia a souri. « Alors je te verrai à l'automne prochain. » Alors qu'elle franchissait les portes et entrait dans la lumière du soleil, le monde semblait à nouveau vaste. Pas écrasant, juste plein de possibilités, de mouvements, de vie. Elle ne savait pas où elle irait ensuite. L'université, peut-être quelque chose de plus grand. Elle n'avait pas à décider tout de suite. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci, elle avait changé quelque chose, et cela ne serait plus jamais pareil. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus. Découvrez nos autres vidéos et partagez celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de la voir.